Alors, mes chers collègues, donc nous continuons nos auditions en entendant M. Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition est captée et sera diffusée sur le site internet et publiée dans le recueil des travaux des commissions. Ancien élève de l'École normale supérieure, de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'École nationale d'administration, vous êtes agrégé de lettres modernes. Après avoir occupé plusieurs postes au sein du ministère de l'Économie et des Finances, vous intégrez la direction du groupe Renault. Depuis 2010, vous êtes directeur général de Nord-Est Parisien Car. Mais ce n'est pas tant à ces titres que la commission d'enquête a souhaité vous entendre, mais plutôt en votre qualité de grand maître du Grand Orient de France, fonction à laquelle vous avez accédé en 2013. Cette obédience maçonnique qui revendique près de 50 000 membres réaffirme haut et fort son attachement aux valeurs républicaines. Le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité en est d'ailleurs la devise depuis 1848. Le Grand Orient de France attache une grande importance au principe de laïcité, c'est une valeur fondamentale. Il a ainsi présenté le 9 décembre dernier 25 propositions pour une république laïque au XXIe siècle, parmi lesquelles l'interdiction du port de signes et de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l'université, ou encore la mise en place d'un enseignement de la laïcité dans la formation des enseignants, personnel éducatif et chefs d'établissement. La commission d'enquête a souhaité vous entendre afin de recueillir votre avis sur l'état actuel de la transmission des valeurs républicaines, au premier plan desquelles la laïcité dans le cadre de l'école. Comment transmettre ces valeurs et les faire vivre au sein de nos établissements scolaires. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 et 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Donc, selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de quelques observations pendant une dizaine de minutes. Et bien sûr, nous vous poserons quelques questions, le rapporteur et mes collègues. Merci de votre invitation et d'avoir rappelé que nous étions une obédience, que je préside une obédience de plus de 50 000 membres aujourd'hui. Et comme vous le savez vraisemblablement, le Grand Orient de France comporte en ses rangs de très nombreux acteurs du monde éducatif, qu'il s'agisse évidemment des enseignants ou de l'ensemble des acteurs de périscolaire, et cela depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'université. Nous considérons que l'école publique est le pilier et le creuset de la République, et que c'est d'abord à l'école que la République à laquelle nous sommes attachés se construit et se perpétue. Voilà. Et bien entendu, cette école publique, elle est aussi le lieu par excellence où se décline et se met en pratique ce principe de laïcité auquel nous sommes attachés. Je me permets d'ailleurs de rappeler à cet égard que pour beaucoup de maçons, je ne vais pas dire pour tous les maçons, mais en tout cas pour moi-même, la laïcité, c'est d'abord un principe d'organisation de la société. Et chaque fois que j'entends évoquer la laïcité comme une conviction, sous-entendu que les laïcs s'opposeraient aux croyants, je pense que l'on fait fausse route. C'est un principe d'organisation de la société qui se décline à travers des principes de séparation des églises et de l'État, à travers une organisation spécifique des services publics, avec des obligations de neutralité confessionnelle qui s'imposent aux agents du service public. Et l'école est évidemment un lieu particulier, puisque cette obligation de neutralité, elle s'applique non seulement aux agents du service public, mais aussi à ses usagers. Et il me paraît important de le rappeler, car je crois que c'est précisément en laissant les signes et les expressions d'appartenance confessionnelle à la porte de l'école que l'on arrive non seulement à construire une école destinée à délivrer des savoirs, mais aussi à former des citoyens. Alors, quand on a dit cela, évidemment, il ne s'agit que de la déclinaison de grands principes, mais je crois que, en tout cas, c'est un point pour les francs-maçons du Grand Orient de France qui est essentiel. Et c'est ce que l'école publique doit se
se résoudre à faire dans la décennie qui vient. Et ce travail à la fois qui consiste à délivrer des savoirs et à former des citoyens passe par des choses très simples. Quand on apprend que 15% des élèves quittent l'enseignement primaire en ne sachant ni vraiment lire et écrire. Alors nous, francs-maçons, nous disons tous que nous ne savons ni lire ni écrire, mais c'est au sens symbolique. Mais quand on s'aperçoit qu'effectivement, il y a là manifestement un échec collectif patent, il est urgent de s'atteler à cette question-là. Et de mon point de vue, il me semble que permettre à tous les enfants sortant de l'école primaire de savoir lire et d'écrire est plus important que de savoir s'il faut réformer la notation scolaire. Voilà. Donc c'est comme ça que l'on pourra effectivement restaurer l'éthique républicaine de l'école publique. Et c'est un point qui nous paraît tout à fait essentiel. Alors, bien entendu, nous n'avons pas, à ce titre-là, d'arrière-pensée nostalgique. Il ne s'agit pas de vouloir comparer les enseignants d'aujourd'hui aux hussards noirs de la République d'il y a plus d'un siècle, mais il est clair que cela nécessite aussi d'armer intellectuellement le corps enseignant vis-à-vis d'enjeux qui touchent à la laïcité, son histoire, les grandes lois qui justement structurent notre République, l'explication du principe de laïcité, comme je viens de le rappeler, le fait que philosophiquement il se fonde sur une séparation radicale du politique et du religieux, qui est quand même quelque chose d'assez spécifique à la République française. Je rappelle que les États-Unis sont une république, mais le président de la République prête serment sur la Bible. C'est pas le cas. C'est pas le cas en France. L'Angleterre n'est pas une république, mais enfin c'est une démocratie dans laquelle il fait bon vivre, mais le chef de l'État est chef de l'Église. C'est pas le cas en France. Donc je crois qu'on a besoin de véritablement bien mettre en valeur la particularité de notre modèle politique, ce qui fait sa spécificité, qui est le fruit de son histoire, mais en même temps le produit d'une histoire et de nos révolutions qui ont scandé cette histoire de la République tout au long du XIXe siècle. Alors, voilà, je crois que l'enjeu, c'est d'abord former les enseignants, disons, aux enjeux de la laïcité, car la laïcité, c'est plus un contenant qu'un contenu. Donc, c'est d'abord former les enseignants aux enjeux de la laïcité. D'autre part, c'est de faire appliquer ces règles d'organisation dans l'espace scolaire. Le Grand Orient de France a pris position concernant le voile à l'université. Alors, bien entendu que quand on est à l'université, on est en face d'un public majeur. Bien entendu, les universités s'administrent librement. Tout ça n'est pas à remettre en cause. Enfin, je rappelle que cette règle, elle s'applique pour les élèves en classe préparatoire qui sont, disons, dans l'enseignement supérieur. Cette règle, elle s'applique pour des élèves majeurs qui redoublent en terminale, etc. Donc, je crois qu'il y a là une réflexion à avoir, et cette réflexion ne doit pas être évitée au stade où nous nous trouvons. Au-delà de cela, il ne s'agit pas de le laisser à croire que la laïcité a une dimension punitive. Simplement, je crois que dans cette formation indispensable, il est utile de rappeler que la laïcité est d'abord un vecteur d'émancipation. Et si effectivement les espaces de cours à l'université, selon moi, ne font pas bon ménage avec les signes religieux, c'est parce que on n'entre pas dans un espace de cours, comme je l'ai déjà dit par ailleurs, comme on fait ses courses au supermarché. C'est-à-dire qu'on est dans un espace qui est, je dirais, le temple du savoir. Bon, et précisément, le temple du savoir, c'est d'abord la règle du libre examen, le lieu où l'esprit critique doit s'épanouir. Et ça ne peut pas faire bon ménage avec toute manifestation qui renvoie à un dogme, quel qu'il soit. Il ne faut pas viser une religion plus qu'une autre. Bon, tout ça peut paraître peut-être théorique aux yeux de certains, mais
nous, Grand Orient de France, nous nous inquiétons, alors ça ne concerne pas la France et ça ne concerne pas cette commission, mais nous nous inquiétons, par exemple, du fait qu'en Espagne, on rétablit des cours sur le créationnisme, par exemple, au titre de l'enseignement religieux. Donc c'est un pays voisin, pays européen, on est censé partager les mêmes valeurs, donc c'est quand même passablement inquiétant. Donc je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'environnement dans lequel nous évoluons, et la France a aussi, à travers l'organisation de ses services publics, de sa sphère publique, a aussi en tout cas des mesures à prendre qui doivent montrer que voilà, nous ne nous situons pas sur le chemin que semblent suivre certains autres pays. Bon. Voilà, c'est un peu l'idée que je voulais défendre. Et puis, encore une fois, l'école doit être bien perçue comme vraiment le creuset de la République à construire. Et nous vivons aussi un moment où on assiste à la reviviscence de certaines expressions religieuses. Bon, aujourd'hui c'est l'islam, demain ça pourra être autre chose, demain ça pourra être le christianisme évangélique. Encore une fois, il ne s'agit pas de pointer du doigt une religion, mais il est d'autant plus essentiel de rappeler les principes de notre société qu'elle est soumise à une hétérogénéité croissante, à la fois sociale, confessionnelle, d'origine diverse. Et donc, il ne faut pas non plus cultiver une haine de soi excessive, conduisant à renoncer au modèle de civilisation qui est le nôtre, un modèle de civilisation qui ne cherche pas à être dominateur en quoi que ce soit, mais qui repose sur des principes universels qui me semblent largement partageables, qui sont précisément les grands principes issus de la Déclaration des droits de l'homme, la liberté d'expression. On en a parlé à la suite de la tragédie du mois de janvier, mais je crois que ce qui fait la force d'une république laïque comme la nôtre, c'est d'admettre une liberté d'expression qui, justement, considère que, quelle que soit la caricature que l'on fait, il n'y a rien de blasphématoire. Parce qu'effectivement, ça suppose que l'on ait compris qu'à travers une caricature, on ne cherche pas à blesser des personnes, parce qu'on est au-delà de ça. Bon. Alors, effectivement, c'est un processus de civilisation, pour prendre une expression emprunté à certains philosophes, c'est le fruit d'un processus de civilisation qui permet justement d'affirmer des droits qui en même temps sont l'expression d'une vraie distanciation par rapport aux personnes. Voilà. Bon, c'est un processus complexe, mais en tout cas, je crois que nous devons y prêter une grande attention si nous voulons encore une fois préserver et valoriser le modèle de civilisation dont nous nous réclamons et qui, me semble-t-il, a de beaux jours devant lui, si je pense encore une fois à ce qu'il en est de la situation des droits de l'homme dans beaucoup de pays qui nous environnent. Merci pour ce propos liminaire. Donc le rapporteur va poser quelques questions et les collègues aussi. Comme ça, vous aurez toutes les questions et vous pourrez les gérer dans vos réponses. Merci. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Keller. Plusieurs questions. Vous avez répondu, vous avez défini la notion de laïcité. Donc je ne reviendrai pas dessus, c'était ma première question. Mais la deuxième, c'est est-ce que la laïcité vous paraît-elle être une valeur républicaine suffisamment inculquée à l'école? On peut s'interroger sur l'enseignement du fait religieux. Est-ce qu'elle est suffisamment mise en pratique dans l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires? Je crois que c'est aussi un lieu qui devrait être sanctuarisé. Deuxième question, vous prônez une laïcité rigoureuse qui se traduit par exemple par l'absence de financement aux établissements confessionnels ou qui n'a pas pour objet d'amener une meilleure connaissance par rapport aux faits religieux dont je vous ai parlé précédemment. Mais comment dès lors l'école doit-elle inculquer les valeurs républicaines? Et puis une dernière question pour permettre à mes collègues d'en poser une. Est-ce qu'on n'attend pas trop l'école à tout vouloir substituer l'éducation, en tout cas, à la famille? Merci. Madame Jourda. Vous avez dit que la laïcité, c'était le principe d'organisation de la société. Et je voulais vous poser cette question. Si on considère que l'école, que ce soit l'école élémentaire, au collège ou au lycée, je laisserai de côté l'aspect universitaire, ne pensez-vous pas que
dans ces établissements scolaires, il y ait quand même, par rapport donc, au vécu de ces établissements, une organisation à avoir par rapport à l'autorité du maître, parce qu'on a parlé du maître par rapport à l'élève, mais on a oublié une notion qui est quand même les parents à l'école, avec d'autres fondements. Vous avez parlé tout à l'heure donc de plusieurs religions. Hein. Ça peut être effectivement l'islam, mais ça peut être les évangélistes ou autres qui sont le troisième pilier à côté du rapport maître-enseignant. Et ça, c'est peut-être une difficulté pour justement transmettre certaines valeurs de la laïcité. Laïcité, vous l'avez dit, qui connaît plusieurs définitions, mais là, on en a fortement parlé. Je crois qu'il faut, dans la formation des maîtres, bien décliner la définition de la laïcité que nous souhaitons transmettre à nos enfants, parce qu'elle est quand même plurielle. Voilà. Et vous pouvez gérer un peu la réponse. Merci beaucoup. Je suis très sceptique sur l'idée d'un enseignement laïque du fait religieux. Parce que, d'abord, je crois qu'il est tout à fait normal que les religions soient enseignées à l'école, mais il me semble que la place de cet enseignement doit être dans les cours d'histoire. Bon. Et j'ai aussi le sentiment que j'ai encore des enfants dans le cycle scolaire, j'ai également le sentiment que c'est déjà le cas. Donc, vouloir promouvoir un enseignement laïque du fait religieux me semble être un contresens par rapport à la volonté de restaurer les valeurs républicaines à l'école. Je crois qu'au contraire, il faut plutôt essayer de mettre à distance ces religions ou des expressions religieuses qui, aujourd'hui, monopolisent finalement le débat public. On ne parle que de ça. Bon. Et quand on ne parle pas de l'enseignement laïque du fait religieux, on parle du dialogue interreligieux. Donc, c'est comme si finalement cela devenait l'horizon de toute réflexion, ce qui me paraît un travers, en tout cas, assez inquiétant. En revanche, je pense essentiel de promouvoir l'enseignement des valeurs républicaines, c'est-à-dire à travers leur histoire, à travers leur signification. On a parlé de la liberté d'expression, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, voilà, il y a un ensemble de points qui méritent d'être étudiés. La mise en pratique dans les lieux scolaires, je crois qu'il y a des chartes de laïcité qui ont été mises en pratique dans les lieux scolaires. Je crois que c'est une initiative qu'il faut saluer. Ça nécessite aussi qu'elle soit commentée, qu'elle soit appliquée, qu'elle soit comprise, qu'elle soit appropriée. Je crois que ça nécessite très certainement, là pour le coup, un enseignement de ce que veut dire le contenu, sachant que l'enseignement ne sera pas de même nature selon qu'on s'adresse à une école primaire ou à un lycée. Bon. Mais là aussi... Et de ce point de vue, je me réjouis que le 9 décembre soit consacré à l'école comme journée de la laïcité. J'espère qu'un jour, l'Assemblée nationale votera enfin une résolution parlementaire consacrant le 9 décembre journée nationale de la laïcité, sans que ce soit un jour férié. Les francs-maçons ne demandent pas à ajouter un jour férié. Ça a été déjà fait par le Sénat, mais manifestement... ça a un peu plus de mal à arriver jusqu'à l'Assemblée nationale. Mais je crois que c'est quelque chose qui mériterait d'être adopté symboliquement. Ça ne changerait pas l'état du droit positif, mais ce serait un symbole important. On l'a bien fait pour les 40 ans de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, et je trouve que c'est très bien de l'avoir fait d'ailleurs. Mais voilà. Donc je crois que la mise en pratique dans les lieux scolaires passe par une réflexion sur... la compréhension, l'application, les difficultés aussi qu'on peut rencontrer dans l'application de la charte de la laïcité. En ce qui concerne le financement des établissements confessionnels, je crois qu'aujourd'hui, l'argent public doit principalement, pour ne pas dire exclusivement, aller à l'école publique. Elle en a bien besoin. Et l'école publique a un dur métier à accomplir. Mais il faut qu'elle retrouve toute l'attractivité qu'elle mérite. Donc voilà, cela suppose des moyens financiers et ces moyens doivent principalement aller vers cette école.
Et enfin, sur ce que l'on attend de l'école, bon, je crois qu'il y a cette relation triangulaire entre le maître, l'élève et la famille. Bon, il y a à s'interroger. C'est vrai que certains intellectuels ont critiqué dans le passé le fait que l'on ait mis l'élève au cœur du projet pédagogique. Enfin, il y a eu effectivement, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais il y a eu effectivement une sorte de prise en main de la pensée pédagogique dans le domaine de l'enseignement. Je crois qu'il faut aussi penser le retour de l'autorité. Et l'autorité n'est pas... l'autorité est une valeur républicaine. Et donc il faut savoir recréer une relation maître-élève qui soit une relation de transmission, une relation dans laquelle effectivement le maître retrouve aussi le prestige qui doit être le sien. Voilà. Donc ça suppose évidemment certainement beaucoup de mesures dont je ne connais pas tous les détails, mais je crois qu'il y a vraiment il est nécessaire de restaurer l'enseignant. L'enseignant n'est pas un prestataire de service. C'est un métier de vocation. Voilà. Donc je crois que c'est important. C'est important que la communauté enseignante se sente soutenue, retrouve le prestige qu'elle aurait dû toujours garder et qu'elle soit comprise comme véritablement les sentinelles de la République. Enfin, ils sont là pour à la fois, je reviendrai sur la lettre aux instituteurs de Jules Ferry, même si c'est un peu ancien, mais voilà, c'est à la fois délivrer des savoirs et former des citoyens. Je crois que cette dimension doit être repensée. Sur la question de la laïcité, je ne crois pas que la laïcité soit plurielle. La laïcité, encore une fois, c'est un principe d'organisation et on est dans une société, on n'est pas une théocratie. Donc nous sommes un pays qui n'est pas gouverné par les religions. Voilà. Il y a des pays qui sont gouvernés par les religions. La République française n'est pas un pays gouverné par la religion, et la religion est une affaire d'ordre privé. Alors, ça ne signifie pas que les religions doivent être persécutées. Bien entendu, il ne s'agit pas d'interdire à quiconque de se promener dans la rue dans la tenue qu'il souhaite, sous réserve de respecter la loi de 2010. Donc la laïcité ne persécute aucune religion, mais je crois que notre modèle de civilisation, notre société a opéré effectivement une rupture entre le politique et le religieux, et la religion est une affaire privée, tout à fait respectable et qui, encore une fois, ne suscite aucun commentaire de ma part. Et donc on doit là-dessus, évidemment, faire comprendre à toutes les familles ce rapport particulier que nous avons en France à la religion. Bon, alors cela n'exclut pas, la laïcité ne doit pas être non plus le tribut, la rançon de l'échec économique et social constaté depuis de nombreuses années envers les populations les plus fragiles. Voilà, je crois qu'après, la laïcité en soi ne va pas régler tous les problèmes de vivre ensemble que l'on peut rencontrer dans les quartiers difficiles. Merci beaucoup, Madame Duchesne. Je rebondis. Il y a pourtant les pays islamistes qui sont, eux, dirigés par une religion, et nous avons beaucoup, dans nos écoles publiques, nous avons beaucoup d'enfants qui ont été, dès la naissance quasiment jusqu'à l'âge de 3-4 ans, baignés dans ce fondamentalisme religieux. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Là, je n'ai pas la réponse à votre question, madame, j'en suis navré. Ce qu'on lit dans la presse, c'est qu'il y a environ 2000 Français aujourd'hui qui seraient quelque part entre la Syrie et l'Irak, comme ces Tunisiens qui sont revenus en Tunisie et qui ont massacré des gens au musée de Tunis hier. Donc je crois qu'il y a après, c'est un problème d'ordre public. Voilà, il y a une politique répressive à avoir vis-à-vis de tous ceux qui s'adonnent à l'islamisme, mais l'islamisme n'est pas tout l'islam. Je crois qu'il ne faut pas non plus
il ne faut pas non plus victimiser l'ensemble de la confession musulmane, parce qu'il y a effectivement une instrumentalisation de l'islam qui se fait d'abord aux dépens des musulmans, principalement. Mais bon, de ce point de vue, nous sommes confrontés à ce que l'on pourrait appeler une forme de politisation de la religion. L'islamisme est une forme de politisation de la religion. C'est ce que fut l'Inquisition en Europe au Moyen-Âge. Bon, sauf que c'était au Moyen-Âge et que c'est plus aujourd'hui. Mais d'une certaine manière, on pourrait s'interroger, mais c'est un débat plus philosophique et historique, sur voilà, la dérive idéologique des religions. Effectivement, c'est quelque chose de très inquiétant qui nécessite en tout cas un travail éducatif de fond pour que les jeunes qui vivent dans l'admiration ignorante, si je puis dire, dans l'admiration ignorante de cela, s'émancipent. Je crois que voilà, on revient toujours à cette question d'émanciper les esprits et faire que voilà, chacun devienne juge et arbitre de sa propre pensée et ne soit pas sous l'influence. Alors évidemment, c'est plus difficile aujourd'hui à travers des médias mondialisés où l'information va plus vite que l'enseignement du maître, mais je crois que c'est une dimension qu'on ne doit pas ignorer. Bien sûr, vous n'êtes pas enseignant, mais comment vous imaginez enseigner les valeurs de la République à l'école? Parce qu'en fait, nous tournons notre commission d'enquête tourne un petit peu autour de ça, de la perte des valeurs républicaines, de la notion de laïcité dont vous avez parlé, et bien sûr d'autorité, mais donc avec une idée de restaurer un certain nombre de choses, et nous essayons d'en chercher les moyens, donc avec chacun sa part. Donc bien sûr, vous avez parlé de la charte de la laïcité. Voilà, nous on est un petit peu en recherche de cette laïcité à l'école pour faire, l'enfant devient élève et devient citoyen. Voilà, donc c'est un petit peu... bien sûr, on sait bien que l'école ne peut pas tout faire, mais voilà. Non, mais je crois qu'il y a un travail et un dialogue à instaurer dans les écoles sur les principes. Vous parliez tout à l'heure du triptyque liberté, égalité, fraternité. Je crois que ce sont des questions qui doivent être mises en débat. Je veux dire, dans une école, c'est quoi la liberté, c'est quoi l'égalité, c'est quoi la fraternité? Bon, il faut partir de cas concrets. Il faut expliquer aussi la différence qui peut exister entre les différents pays. On est par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est quelque chose d'important. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas partout. Ça n'existe pas encore partout. Donc, je crois qu'il faut aussi avoir cette pédagogie-là, en montrant que ce qui nous semble acquis reste aussi l'objet de conquête à l'étranger ou dans d'autres pays ou dans d'autres régimes. Je crois également que il y a un certain nombre d'enseignants qui faisaient ça il y a très longtemps, mais il faut aussi apprendre dans les écoles à mettre en place des structures de concertation dans les classes. Bon, il y a des délégués d'élèves pour les conseils de classe, mais il y a aussi tout ce qui touche autour des assemblées d'élèves, de la façon de faire vivre aussi cette République, je dirais, à travers des projets concrets, à travers le fait d'organiser des travaux scolaires sur les questions de la laïcité, sur l'histoire de la laïcité, sur la loi de 1905, comment elle s'est faite. Bon, c'est des choses qu'on ne va pas faire forcément identiquement selon qu'on est à l'école primaire ou au lycée, mais je crois qu'il faut redonner une culture de la République aux élèves, qui me paraît important. Moi quand j'étais au collège, tous les mercredis, il y avait des visites scolaires. Donc il faut emmener les élèves visiter le Panthéon. Voilà, ça fait partie des choses qui se faisaient. Il faut expliquer ce que sont ces édifices, pourquoi ils sont là, quel est leur rôle. Je crois que c'est pas inutile. Donc il y a toute une pédagogie par l'exemple, par des ateliers de travail qui doit permettre finalement de faire comprendre ce qu'est la République.
Merci beaucoup. Vous avez amené votre pierre à l'édifice de notre commission d'enquête, donc je vous remercie. Merci en tout cas de m'avoir reçu et de votre attention.